Mais Yes. j'ai vu J'allais des, justement poser la question. j'ai vu des dents blanches partout sur le screen. Mais c'est important de diversifier ses services. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je suis avec Michael Galeb, Sophia Miliani et Laurent Paquin. Comment allez-vous? Bien, merci. Super. Merci. Super bien, merci. Super. Ben là, on est au mois de septembre. On est au mois d'octobre. On va parler des transactions du mois de septembre 2025. Ça a été un mois qui était très occupé. Le mois passé, on disait qu'il y avait de moins de volume de transactions sur le marché, notamment au niveau de multilogement, mais aujourd'hui, il y en a plus. On sent que les propriétaires ont repris confiance dans le marché. Et on sent également que tout ça a probablement quelque chose à avoir de façon importante avec les annonces récentes là, du taux directeur et de l'anticipation des gens par rapport à ces annonces-là. Michael, peux-tu nous en dire un peu plus? Oui, alors ce qui est intéressant, Thierry, c'est que le 19, ils ont baissé de 2,75 à 2,50. On n'anticipait pas un autre baisse, mais ils l'ont fait quand même le 29 octobre de 2,50 à 2,25. Par contre, cette fois, la Banque du Canada, ils ont signalé que ça approchait probablement de la fin de son cycle d'assouplissement. La raison qu'ils ont réussi, qu'ils ont été à l'aise de faire ces baisses, il y a deux raisons. La raison principale, c'est que le PIB il a été révisé vers la basse à 1,1%. C'est pas vraiment comme des bons signes pour l'économie totale. L'infraction majeure, c'est vraiment les tarifs imposés par les États-Unis et une faiblesse de la demande intérieure. Je dirais aussi pourquoi ils se sentaient à l'aise de le faire, c'est essentiellement parce que l'inflation est sous contrôle. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour le marché? C'est qu'on va avoir peut-être une vague de refinancement qui va venir pour assouplir un peu les coûts des emprunteurs. Mais une grosse vague va venir quand les prêteurs vont assouplir un peu leurs critères d'emprunt aussi. Alors, c'est Très ça qu'on intéressant, anticipe. très intéressant ce que tu viens de dire, Michael, parce que là, tu viens d'ajouter une couche de plus de refinancement sur un marché qui était déjà fortement liquide, mais où est-ce que Mhm. les gens, notamment les acheteurs, les investisseurs, il y en a qui étaient en attente de voir ce qui allait se passer prochainement. Et il y a certains propriétaires qui avaient décidé de retirer leurs immeubles sur le marché pour voir comment est-ce que le marché allait évoluer, mais qui sont très vendeurs en ce moment. Et ça a un impact sur toute l'industrie au complet. Quand tous ces joueurs-là reviennent en même temps, incluant la capacité d'acquisition des acheteurs, dû au fait qu'ils sont très liquides et des vendeurs qui sont motivés à vendre, bien, ça fait que le marché est très occupé et on sent que ça va s'amplifier à travers probablement les prochains mois. Laurent Paquin, l'industriel a été euh, visé depuis 3 ans qu'on est là-dessus. Le commerce de détail aussi commence à prendre beaucoup en popularité. Peux-tu nous parler un petit peu de ce marché-là? C'est quoi ton sentiment en ce moment par rapport à quoi pourrait ressembler au fait la fin du trimestre, du quatrième trimestre 2026 au Québec? On est chanceux de série parce que tout ce qui est commerce de détail puis bureau en ce moment, on est dans le vert. Fait que les deux sont en hausse de 13 un 13 l'autre 12 donc bureau est à 13 Fait que c'est des très belles hausses, des très beaux chiffres. Puis on voit aussi que l'industriel, on avait subi une belle petite baisse durant l'été, quand même une baisse de 3,1 milliards à 2,6 milliards. On voit que là, ça revient un peu là, depuis septembre, les transactions ont recommencé à monter. Puis on le sent, nous autres, sur le terrain, qu'il y a un petit peu plus d'appétit qui revient tranquillement pour l'industriel, qui avait un peu stagné. Fait que ça, c'est des bonnes nouvelles pour les propriétaires qui sont présentement en vente. Puis définitivement, pour le quatrième trimestre, je sais qu'il y a des grandes transactions en ce moment qui se trament et dans le bureau et dans le commerce de détail. Surtout, je vois beaucoup de centres d'achat, des strips commerciales qui sont en vente présentement, qui devraient partir, puis qu'on devrait sûrement voir les chiffres là, en janvier par rapport au quatrième trimestre de 2025. Fortement intéressant aussi quand on pense que la province de Québec est une plaque tournante au niveau logistique aussi, là, portuaire, ferroviaire, camion, etc. Juste pour ajouter, Laurent, comment tu vois le fait que maintenant, il y a certains bateaux qui ne peuvent pas venir jusqu'à Montréal, qu'on doit loader du côté de d'autres ports? Est-ce que ça peut avoir une influence importante là, sur les ventes industrielles dans ces secteurs-là?
Définitivement, c'est sûr que ça a un impact, d'où l'importance, selon moi, d'avoir le port de contre-cœur le plus rapidement possible. On sait que le fédéral va de l'avant là, avec la loi C5 qui lui permet d'engranger le processus plus rapidement. J'ai hâte de voir ce que ça va apporter. À terme, là, on parle de 1 150 000 containers qui vont transiger là chaque année. Il y a de l'espace à contre-cœur, il y a les voies ferroviaires qui sont tout près du port. Ça va avoir un impact qui va être majeur pour le Québec de pouvoir avoir le port qui devrait être complété en 2030. Wow, super intéressant de regarder ça. On sent aussi que les acquéreurs et les vendeurs sont beaucoup plus informés sur le marché. Ils veulent s'informer encore plus. Ils veulent avoir accès à des informations pour prendre des décisions importantes. Sophia, les terrains en ce moment sont très prisés. Les taux d'intérêt sont revenus à des pourcentages qui sont intéressants pour repartir la construction, notamment de multilogement. Donc, mon questionnement est à deux volets en ce moment sur le marché. C'est quoi le niveau de santé au fait de la revente de terrain, vu que les taux d'intérêt sont maintenant réajustés, on revient vers des taux qui sont beaucoup plus acceptables pour les constructeurs puis dans les proformas. Et dans un deuxième volet, au niveau industriel, est-ce que l'appétit est toujours là pour avoir des terrains pour mettre des big box? Excellente question, Thierry, merci. Si on va regarder un petit peu la santé de la vente de terrain, on voit dans le fond, dans les indicateurs de marché terrain, on voit qu'à travers la province, dans le dernier mois, il y a eu une variation trimestrielle les 3 derniers mois de 10 en termes transactionnels à la hausse. Donc, c'est très, très, très bon comme chiffre. Là, on parle de toute la province au complet. Mais si je vais m'attarder juste, mettons, sur les grandes villes, Montréal, principalement, une hausse de 8,11 Montérégie, 0,24, un peu moins d'appétit à cet endroit-là. Les Laurentides sont à la baisse, donc de moins 0,84 Laval est à la hausse 1,85 et la capitale nationale à 3,21 à la hausse aussi. Donc, on voit que les mises en chantier dans les grandes villes du Québec ont recommencé. Plus de transactions, plus de mises en chantier. On voit que le marché revient. L'appétit est encore plus important maintenant que les taux sont plus bas, mais on a quand même encore besoin de la nécessité de créativité transactionnelle. Puis vous allez le voir dans la transaction que je vais vous présenter juste après. Vous allez voir, dans le fond, on a encore besoin de l'aide des vendeurs dans les transactions pour lancer les projets, pour qu'on puisse avoir des projets sains et qui vont décoller. Mais certainement, le marché est là, l'appétit pour les terrains a recommencé. Au niveau industriel, est-ce qu'on a encore de l'appétit au niveau du terrain pour placer des gros terrains industriels? Oui, mais cet appétit-là a diminué par rapport aux 2 dernières années. Mais c'est sûr que cet appétit, il va être là, mais il va passer en deuxième couronne. Deuxième couronne, dans la grande région de Montréal, je ne pense pas qu'il y a encore de la place pour ça. Puis s'il y en a, bien, les prix vont être beaucoup plus chers. Je vois même des acteurs institutionnels qui sont spécialisés dans l'industriel se lancer en plein multirésidentiel actuellement. Merci, Sophia. Il y a une grande convergence des actifs en ce moment. Les gens sont en train de se repositionner, réétudier leur portfolio, se diversifier, répartir le risque à travers la totalité de leur portfolio, mais à travers des acquisitions pan-canadiennes, à travers différentes provinces. Et même, il y a certains joueurs qui sont aux États-Unis pour vraiment répartir le risque. Maintenant, au niveau du multilogement au Québec, tout le monde se questionne sur les hausses possibles de loyers. Il y a beaucoup de propriétaires, notamment dans la construction neuve, qui sont contraints par les hausses, qui sont obligés de donner de plus en plus de gratuité à leurs locataires pour être capables de remplir leurs immeubles neufs. Et certains propriétaires qui ont fait des rénovations majeures aussi, qui ont de la difficulté à augmenter leur loyer. Ceci étant dit, l'appétit en ce moment pour le multilogement démontre fortement la résilience de la province de Québec par rapport au restant du Canada. Je parlais à un collègue qui fait le même travail que nous en Colombie-Britannique, très, très bien positionné, une belle entreprise qui fonctionne depuis des années, qui a un beau volume, qui voit son volume vraiment tronqué, une perte d'appétit pour le multilogement, puis une augmentation d'appétit pour le commerce de détail et l'industriel. Les segments de marché sont en train de changer, mais il ne faut pas oublier une chose, au Québec, on a un fort bassin de locataires, on a beaucoup de propriétaires, puis on a beaucoup de gens qui ont du liquide. Ça s'est traduit par quoi dans le dernier mois? Par une hausse des transactions et encore une fois, une hausse du prix de la porte. Encore un record basé sur les 10 dernières années qui continue à évoluer à la hausse. Donc, Michael, peux-tu nous parler, en parlant du nerf de la guerre qui est le financement,
Peux-tu nous parler d'une transaction récente avec un financement important qui a été déployé au Québec? Oui, alors celui que je voulais vous présenter aujourd'hui, c'est celui au Central Park Laval. Essentiellement, c'est 3 tours résidentielles récentes qui totalent 541 logements pour environ 250 millions de valeur. Alors, c'est des actifs modernes, évidemment très bien situés, avec une forte orientation institutionnelle. Et tu vas voir, c'est un peu décrit dans la transaction. Le financement a été fait par la Banque nationale avec l'appui du SCHL. Le financement total était à peu près à 216 millions, soit environ 86% de la transaction. Un ratio élevé rendu possible grâce comme vous savez, l'assurance hypothécaire SCHL. Alors, il y a 3 prêts distincts qui ont été faits, un pour chaque tour. Alors, pour la phase 1, c'est 69 millions. Phase 2, 83 millions. Et phase 3, 63,75 millions. Tout en se démarquant sur le nombre de logements dans chacun des tours. Alors, ces financements, comme je vous avais dit dans l'ancien podcast ou le podcast précédent, ils ont des engagements clairs en matière de durabilité et d'abordabilité. Alors, un des critères, c'est un engagement d'au moins 16 ans de loyer de 10% sous le marché. Alors, c'est un engagement du SCHL. Des unités accessibles, minimum 10%, et réduction mesurable de la consommation énergétique de 20%. Alors, c'est quand même comme des indications intéressantes par rapport à la transaction. Et tout ça, c'était pour financer ces Boardwalk REIT. Je sais pas si Thierry, tu veux donner un peu plus de détails sur eux en tant que REIT, mais c'est essentiellement eux qui ont acquis les propriétés. Très intéressante transaction. Donc, c'est le Central Park Laval, 3 tours en béton, mais aussi la capacité, il y a du terrain résiduaire là, immédiatement adjacent au site. On parle d'immeubles en béton, très bien construits avec un look dynamique à l'extérieur, donc quelque chose de très moderne, piscine sur le toit, sur 2 immeubles. Ici, le contexte de la transaction, c'est Groupe Saroukian qui a vendu ce complexe immobilier-là, donc qui l'a bâti. C'est un promoteur-constructeur qui a d'ailleurs fait le Hôtel Grand Times à Laval. Et l'acheteur, c'est Boardwalk REIT. Donc, Boardwalk est très, très bien installé dans la province de Québec, mais initialement, il a son bureau de chef dans l'Ouest canadien. Bâti autour d'un family office, une fiducie familiale à la base, et capable de prendre des décisions importantes en termes d'acquisition et d'être très indépendants et dynamiques sur le marché. Donc, eux, ils viennent solidifier leur position au Québec parce qu'ils ont très bien compris que 2 marchés qui fonctionnent très bien en ce moment sur lesquels ils peuvent avoir total contrôle, c'est le marché du Ouest canadien et aussi le marché du Québec. Une transaction qui s'est faite à près de 460 000 de la porte en moyenne pour des immeubles de luxe. Très intéressant quand on considère qu'il y a une notion d'abordabilité là-dedans. Et l'abordabilité ne s'adresse pas seulement aux locataires qui ont un budget de moins de 1 100 $ par mois. Ce qu'il faut comprendre, c'est que maintenant, l'abordabilité s'applique à tout le monde, à toutes les catégories de locataires. Il faut être capable de bien comprendre la notion d'abordabilité en fonction du marché dans lequel on veut pénétrer. Puis c'est quoi notre base de données de locataires, puis qu'est-ce que veut dire l'abordabilité pour eux. Donc, à suivre sous peu. Autre point important, il y a quand même une voie énergétique. Il y a un engagement qui a été fait là. Et ça va être à la mode dans les prochaines années. Et Boardwalk a fait un move intéressant ici parce qu'en allant chercher la notion énergétique, ils comprennent très, très bien que dans les prochaines années, ça va être capital au niveau du financement et ça va être aussi capital au niveau de leurs actionnaires. Donc, très importante transaction qui a eu lieu là. Laurent, peux-tu nous donner 2 belles transactions, disons, une industrielle, une commerce de détail? On est curieux de savoir vraiment ce qui se passe dans les 2 marchés. Puis on pourra finir avec Sophia avec le terrain, s'il te plaît. Oui, merci Thierry. Donc, 2 transactions qui ont été portées à mon attention. Il y a eu une transaction qui s'est faite au 3600 Pittsfield à Pierrefonds-Roxborough. Donc, c'est Andy Transport qui a fait une acquisition d'un immeuble de 57 000 pieds carrés, assis sur un terrain de près de 500 000 pieds carrés. Fait qu'on le sait, Sophia l'a dit tantôt aussi, les terrains industriels, il y en a de moins en moins de grande envergure directement à Montréal. Fait que c'est une belle transaction, 389 $ le prix par pied carré. Donc, on voit la valeur du terrain qui a vraiment eu un impact sur le prix par pied carré sur le bâtiment, bien entendu. Puis, on sait Andy Transport qui avait fait aussi une belle acquisition à Saint-Zotique, un terrain de 700 000 pieds assez récemment. On voit en ce moment
que l'industrie du transport, fait que tous les joueurs qui font du 3PL, donc Third Party Logistics, fait qui font la gestion, l'entreposage et la livraison, en ce moment, ils reprennent tranquillement. Là. Parce que pendant le COVID, ça avait été très, très, très fort. C'est eux qui ont rempli nos big box industriels. Puis après ça, ils roulaient, mettons, dans le plus fort, ils roulaient à 120 %. Après ça, ça a descendu à 70 %. Fait qu'on a vu des sous-locations apparaître sur le marché. Puis en ce moment, on voit que c'est en train de reprendre. Fait que ça, c'est une très bonne nouvelle. Puis une autre transaction qui a porté à mon attention, Thierry, il y a eu une vente de 5 concessionnaires pour 66 millions de dollars à Pincourt, donc dans l'ouest de l'île de Montréal, juste en sortant. Une belle transaction. Ça aussi, c'est intéressant de suivre ça. Transaction à 489 $ de moyenne par prix carré. Puis, ce qui est intéressant, les concessionnaires, on les suit de proche chez PML, les statistiques de concessionnaires. En ce moment, il y en a beaucoup qui se transigent. Il y en a que c'est pour un repositionnement parce qu'ils sont souvent très bien placés. Puis, c'est pas rare de voir des projets d'envergure de multirésidentiels qui vont aller sur ces emplacements-là. Fait que ça va être agréable de suivre ces 5 emplacements-là, voir s'ils vont avoir un repositionnement ou ça va être pour garder là, les concessionnaires automobiles qui sont vraiment, depuis quelques années, en changement. Ils ne veulent plus avoir des gros terrains avec des gros inventaires parce que ces inventaires-là, ça leur coûte cher. Fait que le modèle d'affaires en ce moment dans l'automobile puis les concessionnaires, il est en train de changer drastiquement. Puis ça, c'est intéressant. On le voit là, depuis 4 à 5 ans, ça change rapidement. On comprend cette stratégie-là, hein, Laurent. Puis pour ceux qui connaissent Pincourt, tu passes sur l'autoroute, tu passes à travers les concessionnaires auto. C'est des terrains d'envergure hyper bien positionnés parce que pour rentrer dans Pincourt, il faut automatiquement passer par ces endroits-là. Il y a un grand besoin commercial, il y a un grand développement, un grand déploiement qui se fait autour de là. Puis comme Laurent l'a dit, avec le repositionnement, maintenant, tout se fait à l'intérieur des concessionnaires. On a maintenant des immeubles couverts avec les véhicules à l'intérieur. Donc, je peux très bien comprendre le potentiel qu'il y a dans ces terrains-là. Et on va suivre ça de près, Laurent, dans les 5 à 10 prochaines années, voir ce qui va être fait là. C'est très excitant pour ce secteur-là, en espérant que ça amène de l'emploi et du logement dans le secteur. Sophia, on reste toujours dans la notion de terrain. Peux-tu nous parler d'une grosse transaction, quelque chose qui a vraiment soutenu le marché et qui a été attirant pour toi? Super, Thierry. Fait que oui, il y a une transaction que je vous ramène à Laval, donc 1,5 million de pieds carrés, 13 millions de dollars. C'est ce qui s'est vendu en septembre 2025 pour le terrain. Donc, on parle de 24,58 $ le pied carré, mais un prix de la porte, cette fois-ci, on l'a 38 580 $ par porte pour un futur projet. Transaction assez spéciale parce que le projet est déjà en construction et a déjà commencé à être construit en 2024. Il va être livré en 2026, mais la transaction s'est transigée ce mois-ci. Donc, on a les vendeurs qui sont connus, les investissements Sobel Inc. C'est une entreprise familiale qui est gérée par la famille Sturmer. Ils sont actifs dans le développement résidentiel depuis plus de 50 ans. On leur doit notamment les projets que tout le monde connaît, comme la promenade des îles à Laval ou le projet Belle-Rive à La Chine. L'acheteur, c'est les immeubles Daniel Johnson. C'est un véhicule d'investissement du groupe Claria, qui est fondé par Michael Dadoun et avec Crispin. Donc, Claria, c'est la nouvelle génération un peu d'acteurs immobiliers, la nouvelle génération qui sont promoteurs, propriétaires, gestionnaires et développeurs en même temps. Donc, ces gens-là font principalement, Claria, font du développement immobilier haut de gamme, durable et à travers toute la province du Québec. Sur ce terrain-là, en fait, c'est 3 lots contigus à Laval. Ils vont développer le site Astoria. Donc, c'est un complexe locatif de 337 unités sur 14 étages avec 340 cases de stationnement intérieur. Donc, comme je vous ai dit, le chantier a déjà démarré. Il va être livré en automne 2026. Ça va être un projet avec des espaces communs vraiment haut de gamme. On parle de gym, piscine sur le toit, coworking, lounge, salle de cinéma, mais il y aura même un spa pour animaux. Donc, on parle d'une localisation de choix. Donc, on est juste à proximité du Carré Laval, comme nous parlait plus tôt Michael. On est à côté du Boisé-Chamédé et du futur parc linéaire du Souvenir que je vous ai parlé dans la transaction du mois dernier. Le site va combiner, dans le fond, nature, accessibilité et densité urbaine. Très bel équilibre pour Laval. Donc, on voit à travers cette transaction que Laval est en train de poursuivre sa densification, que les terrains disponibles sont en train de se raréfier, que les valeurs foncières sont en train de grimper et les investisseurs institutionnels sont en train de prendre une place de plus en plus importante dans le résidentiel locatif.
moi, j'aime regarder ces transactions-là, puis surtout celle-là. Pourquoi? Parce que je trouve que c'est une transaction à travers le fait qu'on est en train de voir la densification, mais on voit aussi une transaction symbole. Pourquoi c'est un symbole pour moi? Parce que je vois que c'est une transaction générationnelle du marché. On voit la passation entre des bâtisseurs familiaux comme Sobel et des promoteurs institutionnels comme Claria qui sont en train de redéfinir un peu les standards du développement moderne en ce moment à Laval. Fait que Laval confirme son virage métropolitain en ce moment. C'est une ville en pleine verticalisation et j'ai hâte de voir la suite. J'ai hâte de voir aussi surtout l'absorption du marché par rapport à toutes ces unités qui sont en train de se construire à Laval. C'est la prochaine Skyline. Wow. Sophia, très intéressant. Puis je pense qu'on a tous souri un peu quand on a entendu le mot « c'est pas pour animaux ». Yes. J'allais justement poser la question. J'ai vu des dents blanches partout sur le screen, mais c'est important de diversifier ses services. Puis les gens, de plus en plus, veulent avoir accès à un lifestyle qui leur donne confort. Puis il y a beaucoup de gens qui ont des animaux. Fait que c'est à prendre en considération. Surtout des petits chiens, c'est très populaire en ce moment. Mais les gens sont prêts à payer plus pour ça. Ils sont prêts à payer plus pour avoir ces services-là. Donc, merci à tous. Ce que j'ai entendu, pour ce qui est de Michael, j'ai entendu des financements d'ampleur faits avec la CHL, la Banque nationale, très forte en partie dans une transaction importante comme celle-là. Peut-être qu'elle va être même impliquée dans le développement futur du site. Un côté abordable, un côté énergétique lié au côté institutionnel. Fort intéressant. Sophia a beaucoup de terrain en développement. Également, du côté de Laurent, beaucoup de terrain en développement, là, si je fusionne les deux ensemble. Laval, peut-être, qui se développe fortement, qui est en train de créer des pôles de développement. Laval qui est étendu. Les gens se ramènent, les pôles de développement se ramènent au même endroit, orientés autour des zones commerciaux, orientés autour des autoroutes et des zones de transport. Au niveau de la logistique, retour au Québec en force. Québec, au niveau logistique, est capital si on regarde géographiquement comment c'est positionné par rapport aux États-Unis, les axes du fleuve Saint-Laurent, etc. Donc, un marché québécois en santé, beaucoup de liquides disponibles et des taux d'intérêt au rendez-vous. On va suivre ça dans les prochains mois. On va voir comment ça va évoluer. Merci à vous trois pour votre présence aujourd'hui.